Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le lundi 17 novembre 2025, épisode 489, à quelques heures de la raclette. Et au programme aujourd'hui, un nouveau loader multi-étape utilisé par Dragon Breath pour déployer une variante mise à jour de Ghost Rat via des abus PPL et manipulation de pilotes signés. De vastes campagnes d'usurpation d'identité distribuant Ghost Rat au moyen d'installateurs multi-étapes et de charges hébergées sur des services cloud. Une opération coordonnée d'Europol ayant permis de retirer des milliers d'URL extrémistes diffusés sur des plateformes de gaming. La divulgation de la faille critique CVE 2025 36250 touchant IBM AX et VIOS via une exécution de code à faible complexité dans le sous-système Nemesis. Une expansion rapide du botnet Randobox qui exploite la vulnérabilité XWiki CVE 2025 24893 laissée sans correctif sur de nombreux serveurs. De nouvelles données de Google indiquant que les failles de sécurité mémoire dans Android passent pour la première fois sous les 20% grâce à l'adoption de Rust, c'est une petite pour Nico celle-là. Et enfin, les recommandations actualisées de la CISA alors que le ransomware Akira commence à viser des environnements Nutanix AHV. Une nouvelle campagne attribuée au groupe Dragon Breath diffusait un loader multi-étape nommé Running Loader. Déployé via des installateurs NSIS piégés, se faisant passer pour des logiciels légitimes, ce mécanisme repose sur plusieurs techniques d'évasion successives, notamment l'abus de Protected Process Lite pour neutraliser Microsoft Defender, l'utilisation d'un driver signé pour tuer des processus et l'application d'une politique WDAC non signée visant les antivirus 360 Total, Security et URONG. Le loader va effectuer une élévation de privilèges, identifier les produits de sécurité actifs, puis va utiliser des injections par thread pools, des DLL fantômes et des drivers temporaires pour terminer les processus des outils de défense. L'infrastructure crée ensuite plusieurs répertoires, va déployer des archives contenant des scripts et des DLL et va établir une persistance en s'appuyant sur des services Windows détournés comme le Trusted Installer. Les étapes suivantes injectent un composant supplémentaire dans des processus système, puis charge unpug.bin, qui est responsable du déploiement de la charge finale, une version modifiée de Ghost Rat, et l'implant assure la communication avec un C2 en XOR chiffré qui va collecter des informations système détaillées et exécuter de nombreuses commandes dont l'extraction d'informations, la gestion du presse-papier et l'injection du shellcode. Ce module enregistre également, c'est un keylogger, il fait tout ce qui est frappe clavier, presse-papier, fenêtre active, avec une rotation automatique des logs. On apprend qu'en 2025, des chercheurs décrivent deux campagnes qui sont liées et qui distribuent des variantes de Ghost Rat via une industrialisation de l'usurpation de marques ciblant les utilisateurs sinophones. La première vague, appelée campagne Trio, est active de février à mars 2025 et s'appuie sur plus de 2000 domaines, imitant principalement e4tools, UDAO ou DeepSeek. Tous ces faux sites renvoient vers un petit nombre d'adresses IP et vers un domaine de téléchargement unique hébergeant des archives zip contenant des installeurs MSI ou .exe piégés, et les MSI exécutent un binaire secondaire qui va récupérer un exécutable offusqué, déchiffré en Ghost Rat, capable de keylogging, de capture d'écran, de shell distance, de téléchargement de charge additionnelle et une persistance par tâche planifiée, avec une exclusion dans Windows Defender avec un C2 chiffré sur le port TCP 8080. La seconde vague, campagne Chorus, démarre en mai 2025 et étend les leurs à plus de 40 applications de messagerie, des VPN, des navigateurs et des plateformes de jeux populaires. L'infection devient multi-étape avec un VB-script intégré dans le MSI qui va assembler et déchiffrer la charge à partir de fragments, puis une DLL en sideloading qui va utiliser un exécutable signé, c'est le WSC_proxy.exe pour les plus curieux. Et il y aura aussi une autre DLL malveillante, il y en a deux réellement, c'est la WSC.dll. L'infrastructure repose sur des vagues de domaines générés de façon programmée, des redirections vers des buckets cloud et un socle IP partagé avec un enregistrement continu de nouveaux domaines jusqu'à l'été 2025, traduisant une opération durable et fortement automatisée et industrialisée. Europol et 8 pays européens ont mené le 13 novembre 2025 une opération coordonnée visant la diffusion de contenus terroristes, extrémistes, violents, racistes et xénophobes sur des plateformes de jeux vidéo et leurs environnements associés. L'action,
piloté par l'EU Internet Referral Unit, a abouti au signalement de plusieurs milliers d'URL. Environ 5408 liens liés au djihadisme, 1070 liens à l'extrémiste violent de droite et 105 à des contenus racistes ou xénophobes. Les autorités constatent une exploitation structurée de l'écosystème du jeu vidéo, enregistrement de scènes violentes ou de reconstitution d'attaques en 3D, ajout de symboles ou de chants extrémistes, diffusion sur des réseaux sociaux grand public, ainsi que recrutement de mineurs via des plateformes de streaming ou de communautés gaming. Les contenus identifiés apparaissent sur des services de diffusion en direct de vidéos à la demande, de forums communautaires ou sur des plateformes hybrides. Toute cette opération s'inscrit dans une série d'enquêtes en cours et accompagne la publication prochaine du rapport de transparence de l'EU-IRU qui présente les activités de surveillance, d'analyse et de coopération publique-privée autour de la lutte contre la diffusion de contenus terroristes en ligne. IBM a publié des correctifs pour la vulnérabilité identifiée sous la CVE 2025-36250 affectant les sous-systèmes Nemesis d'IBM AIX pour les versions 7.2 et 7.3 et IBM VIOS, ce sont les versions 3.1 et 4.1. Le défaut, c'est classé en CW114, Process Control. Il permet l'exécution de code arbitraire à distance via des requêtes spécialement forgées. L'attaque ne requiert ni privilège, ni interaction de l'utilisateur et présente une très faible complexité mais ne confère pas d'élévation de privilèges. Bien qu'aucune exploitation active ni preuve de concept public n'ait été identifiée, la vulnérabilité est exploitable via le réseau et nécessite l'application des correctifs correspondants. IBM a publié des apparts puis dédiés pour chaque branche des versions AIX et VIOS concernées, couvrant notamment AIX 7.2.5, 7.3.1 à 7.3.3, ainsi que VIOS 3.1.4, 4.1.0 et 4.1.1. Tous les détails techniques et les correctifs sont disponibles dans le bulletin officiel d'IBM. Vous l'aurez compris, on ne réfléchit pas, on patch. Le botnet Rondodox étend exclusivement son activité en exploitant la faille critique, la fameuse CVE 2025-24893, qui va affecter XWiki. Cette vulnérabilité RCE, notée avec un score CVSS de 9.8, va permettre l'exécution de code sans aucune authentification et l'injection de Groovy dans le mécanisme RSS du module Sol-R Search, et bien que des correctifs aient été publiés en février 2025 dans les versions 15.10.11, 16.4.1 et 16.5.0 RC1, de nombreux serveurs restent exposés. L'entrée de la faille dans le catalogue de la CISA, le KEV, confirme son exploitation active. Les premières attaques, attribuées à Rondodox, apparaissent le 3 novembre 2025 avec une hausse continue observée par Vulncheck. Le botnet utilise des user agents et des charges caractéristiques, distribue notamment depuis des adresses IP telles que la 74.194.191.52, et d'autres acteurs se greffent rapidement. Le 7 novembre, on voit plusieurs infrastructures malveillantes se déployer avec des mineurs via des charges secondaires ou des tentatives provenant d'IP comme la 172.245.241.123 ou la 156.146.56.131. Ces attaques montrent une diversité de techniques. River Shell, script offusqué, requêtes ciblées depuis des environnements cloud ou encore des scans automatisés exploitant Nuclei pour valider la compromission via des commandes simples. L'adoption rapide de cette faille par botnet, mineurs et scanners illustre une exploitation en chaîne à grande échelle dès les premiers jours suivant sa divulgation. Bref, rien de nouveau. Alors cette annonce, je l'ai retenue pour mon ami Nicolas Ruff, que je sais qu'il m'écoute tous les jours. Il faut savoir que Google indique que l'adoption croissante du langage Rust dans Android fait passer les vulnérabilités liées à la mémoire sous le seuil des 20% pour la première fois. L'éditeur observe une réduction d'un facteur 1000 de la densité de vulnérabilité mémoire par rapport au code C++ et une amélioration notable du cycle de développement. Les changements en Rust génèrent 4 fois moins de retours arrière et nécessitent environ 25% de temps de revue en moins. Rust demande aussi près de 20% de révision en moins que C++. Google étend désormais Rust au kernel, au firmware et à plusieurs applications critiques comme Norby Presence, MLS ou Chromium, dont les parseurs PNG, JSON et Webfont ont été migrés vers des implémentations memory safe. L'entreprise souligne toutefois que Rust n'est qu'un élément d'une stratégie de sécurité en profondeur. Un exemple récent concerne la vulnérabilité
connue sous la CVE 2025 48530, dans Krabby AVIF, un parseur AVIF en Rust non sûr détecté en interne avant publication. Ce dépassement de tampon a été corrigé dans le correctif d'Android d'août 2025 et s'est relevé non exploitable grâce à Scudo, l'allocateur mémoire renforcé d'Android. Google estime que même en présence de blocs unsaved, Rust reste significativement plus sûr que C et C++. C'est promis Nico, je vais faire du Rust, je te le promets. Mais je suis quand même très accro au C et au C++. Hein. C'est pas gagné comme on dirait. La CISA, le FBI et plusieurs partenaires européens publient une mise à jour de leur avis concernant Akira, indiquant une menace imminente pour les secteurs critiques. Le groupe élargit désormais ses opérations aux environnements Nutanix AHV après avoir ciblé VMware ESXi et Hyper-V, et les premières compromissions AHV ont été observées dès juin 2025 avec des données opérationnelles remontant jusqu'à novembre. Le groupe Akira, actif depuis 2023 et issu de l'écosystème Conti, s'appuie sur plusieurs vecteurs d'accès initial, notamment l'exploitation de vulnérabilités VPN, l'avis cite en particulier la CVE 2024 40766, une faille critique affectant les SonicWall SSL VPN mal configurés. Déjà ciblé par Akira et Fogg depuis 2024, ce groupe utilise également des identifiants compromis, des password spraying via des outils comme Sharp Domain Spray, ainsi que des accès SSH obtenus via des routeurs compromis. D'autres vulnérabilités publiques dont la CVE 2023 27532 et la CVE 2024 40711 touchent Vim, le logiciel de backup, et sont aussi exploitées. Alors, une fois dans le réseau, les affiliés progressent latéralement jusqu'aux hyperviseurs Nutanix AHV pour déployer les charges de chiffrement, entraînant l'accès et l'exfiltration de données sensibles. L'avis actualisé de la CISA inclut de nouveaux IOC relatifs à ces attaques. Et enfin, pour finir, à l'approche du Black Friday, les autorités britanniques lancent la campagne nationale Stop Think Fraud, destinée à sensibiliser le public et les petites entreprises à l'augmentation des escroqueries en ligne durant la période des achats de fin d'année. L'initiative, menée par le Home Office et le NCSC, intervient alors que les achats en ligne s'intensifient et que les fraudeurs multiplient les techniques de manipulation, notamment les offres limitées ou la fausse rareté des produits. Selon la City of London Police, les pertes liées aux fraudes d'achat en ligne ont atteint 11,8 millions de livres entre novembre 2024 et janvier 2025. Les campagnes d'escroquerie incluent des sites marchands frauduleux, des paiements non sécurisés et des messages liés à des faux problèmes de livraison. La campagne rappelle les signes courants de fraude qui invitent à signaler. Alors, la campagne rappelle les signes. C'est un peu particulier ce terme-là. Je dirais que surtout, ils mettent en avant leur portail qui invite à signaler les emails, SMS et sites suspects au NCSC et met en avant les ressources disponibles sur le portail Stop Think Fraud. Bref, c'est de la sensibilisation, c'est une très belle idée. Bravo en tout cas. Et voilà, cet épisode se termine. Je suis grave à la bourre. Il faut que je me prépare pour aller à Paris pour aller à la raclette. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. Je suis désolé pour tous ceux qui ont postulé, qui n'ont pas pu avoir de place. En plus, je viens d'apprendre, il y a une place qui s'est libérée. Oui, j'ai Sylvain qui m'a lâché. Il est parti pour Genève, lâchement, pour aider un client. C'est fou. Entre une raclette et un client, tu réfléchis pas, Sylvain. Tu viens, quoi. C'est la raclette. Le client, il attendra. De toute manière, son système, il est planté. Bref. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je vous embrasse très fort et je vais aller m'éclater le bide sur cette raclette. Je sais pas si c'est très sérieux de dire ça, mais qu'est-ce que ça va faire du bien? Et je vous parle même pas du petit vin qu'on va déguster à côté. L'alcool est évidemment à consommer avec modération. Mais sur une raclette, non, nos limites. J'ai pas dit nos limites sécu, c'est nos limites.